Ah, excusez-moi. Ah merde, j'ai pas coupé. Ça commence mal. Oui, allô. Oui, oui, maman. Non, je, oui, je suis un petit peu occupé, mais c'est gentil de m'avoir rappelé. J'en ai pas pour longtemps. Oui, non, c'était pour savoir si tu pouvais, tu sais, garder les enfants la semaine prochaine, vu que tu es à la retraite et que tu n'as pas grand-chose à faire. Ah, mais oui, c'est vrai que t'as l'association de... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah c'est pas grave, le week-end d'après. Ah, mais oui, la trésorerie du club de tennis, j'avais oublié. Après, le week-end d'après. Ton agenda. Regarde ton agenda, si tu veux. Ma mère a jamais eu d'agenda. Le 7 juin. Bah, le 7 juin. Ok. Bah, note le 7 juin, je voudrais pas passer à côté. Ouais, super. Merci. Mais ouais, on se rappelle. Je te remercie. Hein. Je te remercie. Bisous. Excusez-moi. Donc c'était ma mère. Ma mère qui est à la retraite, hein, comme vous l'avez compris. Et qui a un agenda maintenant, maintenant depuis qu'elle est à la retraite. Elle travaille énormément. La différence avec ce que j'ai connu de ma mère qui travaillait avant, parce elle travaillait dans une grande surface à Poitiers, c'est que c'est la première fois que je la vois heureuse de travailler. Elle est heureuse d'aller au travail maintenant qu'elle est retraitée, ce qui pourrait sembler paradoxal, mais qui finalement ne l'est pas vraiment. Donc, ouais, entre elles qui travaillent beaucoup dans des associations et tout ça, et mon père qui fait énormément de bricolage, de jardinage, enfin, je trouve mes parents heureux d'aller travailler. Et c'est pour ça que je me dis que ça doit être chouette la retraite. Ça doit être chouette. J'ai 37 ans, on me dit que je suis un peu trop jeune pour y penser, mais malgré tout, quand je vois mes parents, je me dis que j'aimerais bien y avoir droit moi aussi. Après, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi j'ai l'impression qu'on m'a toujours dit que j'y aurais pas droit. Comme une espèce de petite rengaine qui est là depuis très longtemps. Que la retraite, j'y aurais pas forcément droit, ou très tard, qu'il vaudrait mieux que je la prépare tout seul, moi-même, en investissant dans la pierre, ce genre de choses, que de toute façon le système me permettra pas d'avoir une retraite, donc qu'il faut que je me débrouille un peu tout seul. Et en discutant autour de moi, je m'aperçois que je suis pas le seul à penser ça, effectivement. Et en fait, ce mécanisme-là, il a un nom. C'est pas anodin. On appelle ça l'hégémonie culturelle, en fait. C'est-à-dire que l'hégémonie culturelle, c'est un concept qui décrit la domination culturelle de la classe dirigeante. En gros, non contente de nous imposer des trucs, la classe dirigeante voudrait qu'on soit d'accord avec elle. Donc, elle nous imprime vraiment au creux de notre tête une petite musique lancinante comme ça, pour nous dire tu n'auras pas de retraite, tu n'auras pas de retraite, tu n'auras pas de retraite. Et puis bah, ça s'imprime, et finalement on a tendance à le penser effectivement, ou en tout cas à y croire. Ça vient pas comme ça, l'hégémonie culturelle, c'est un travail conséquent, massif, qui prend du temps. Ça fait des années que ça dure, cette rengaine, ça fait des années. Et ils ont des moyens pour le faire. La pédagogie gouvernementale utilise les médias, évidemment, acquis à leur cause, pour nous transmettre cette petite musique. Vous n'aurez pas de retraite, vous n'aurez pas de retraite. Et les médias, voilà, véhiculent cette information, et véhiculent tout un tas d'informations que tout le monde, je suis sûr, a dans sa tête. Si par exemple je vous parle des fonctionnaires, les fonctionnaires c'est des feignants. Voilà, ça c'est la rengaine. Les cheminots sont des nantis, privilégiés. Voilà, vous voyez, vous l'avez aussi. C'est voilà cette rengaine. Alors on n'appelle pas ça de l'hégémonie culturelle, hein. Non, on appelle ça du bon sens. C'est du bon sens. Et le bon sens, on le trouve sur BFM, LCI, TF1. Si on veut un petit... Voilà, le bon sens, c'est surtout le sens dominant. Hein. Et si on veut s'informer de ce bon sens, il suffit d'allumer la télé, de regarder 10 minutes, et on prend une bonne dose de bon sens qui reste. Et c'est très dur de combattre l'hégémonie culturelle.
Et pour travailler cette conférence, je me suis farci tout un tas de chaînes de bon sens. Hein. C'était pas facile. Même si, je dois bien avouer quelque chose, quand je sais que je vais regarder ce genre de chaîne, je suis préparé. Je sais que je vais voir le camp d'en face, ou le camp des dominants. Donc je suis prêt à voir ça. Et je crois que je préfère des fois faire ça, plutôt que de me, de me sentir trahi par Radio France ou ce genre de médias qui sont censés plus ou moins représenter ce que je pense et qui finalement finit toujours par me trahir. Donc au final, des fois, ça fait pas de mal de savoir ce que pense le camp d'en face en étant prêt. Donc, le camp d'en face nous dit que la retraite actuelle, c'est fini. Il faut changer. L'hégémonie culturelle, c'est ça. C'est quand on va demander à quelqu'un qui habite au fin fond d'un bled, si on lui pose la question sur les retraites, il va nous dire « Bah oui, je pense qu'il faut la réformer ». C'est ça l'hégémonie culturelle. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Il ne sait pas quelle réforme il faut mettre en place. Mais il sait qu'il faut la réformer. Il le sait. Il le sent. Et l'effet qui est un petit peu différent avec le mouvement de lutte contre la réforme des retraites, c'est que les gens qui luttent, ils prennent conscience qu'il se passe quelque chose avec cette réforme. C'est un peu différent du reste des luttes d'avant. Ils ne comprennent pas forcément exactement comment ça marche, mais ils savent qu'il faut lutter. Ils savent que c'est important ce qui se met en jeu avec la réforme des retraites. D'ailleurs, on appelle ça la mère des réformes. De nombreux gouvernements s'y sont attaqués depuis très longtemps et ont toujours eu de la peine à faire passer leur réforme. Donc il se passe quelque chose. Et on trouvait important, par cette conférence, d'essayer modestement d'expliquer un tout petit peu comment ça marche, le système actuel, d'expliquer un peu ce qu'ils veulent nous mettre à la place. Parce que je pense que quand on a compris ce qu'on défend, on est plus armé pour combattre. De quoi on parle, finalement, des retraites actuelles ? Les retraites actuelles, on sait que c'est un système solidaire par répartition. Ça, voilà, on le sait. Mais qu'est-ce que c'est concrètement que la répartition ? Si on prend... Alors, je vais essayer d'écrire gros pour que tout le monde voit. Le produit intérieur brut français, la richesse produite en France par année. Donc ça, voilà, ça c'est le total de la richesse produite en un an en France. Comment il se répartit derrière cet argent-là, ces richesses-là ? Comment elles sont réparties ? Elles sont réparties dans le capital et dans le travail. Au niveau du capital, une part des richesses qui revient aux possédants part dans l'investissement, un petit peu. Et le reste, c'est du profit. Au niveau du travail, les indépendants se payent eux-mêmes. Et ensuite, on a les salaires. On a ici le salaire net, donc ce qui tombe dans la poche à la fin du mois des travailleurs. Et le reste ici, qui sont les cotisations. Et en fait, la répartition, le système de retraite par répartition, il part de là, des cotisations. Alors, un aparté, je suis sûr qu'il y en a énormément d'entre vous qui connaissent par cœur ce système-là, mais bon, c'est toujours important quand même d'avoir des petites piqûres de rappel, hein. Donc les cotisations, en fait, c'est une part du salaire, hein, c'est ce qui revient au travailleur, qui ne va pas dans sa poche, mais qui est distribué pour différentes choses, notamment les allocations familiales, le RSA et l'assurance maladie. Donc une part de salaire va permettre de payer les soignants. C'est une part de ce salaire qui me paye moi en tant que kiné au CHU.
Et c'est aussi une part de ces cotisations qui va payer les retraites. Et les retraites par répartition, c'est que chaque année, de l'argent part des cotisations directement dans la poche des retraités, sans passer par l'État, sans passer par des institutions financières. C'est vraiment direct, horizontal. Et donc, ce système de retraite qu'on a, qu'est-ce qu'on peut lui trouver de bon, en tout cas, au-delà du fait qu'on veuille le garder. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système, ce système des retraites, qui a permis aux retraités français de faire baisser vraiment la pauvreté considérablement. Dans les années 70, les retraités pauvres, on était dans l'ordre de 1 pour 3. Il y avait de la pauvreté chez les retraités, et c'était de l'ordre de 1 pour 3 dans les années 70. Aujourd'hui, grâce au système de retraite par répartition, on va être à moins de 1 sur 10 retraités pauvres. Donc c'est un système qui fait réduire considérablement la pauvreté. On a le système français, enfin le système français est le système qui est le deuxième en Europe, derrière la Slovaquie je crois, qui réduit le plus la pauvreté. Donc c'est une des raisons déjà pour lesquelles il faut se battre. C'est un système aussi qui va réduire les inégalités, légèrement, mais quand même, dues au marché du travail. On sait bien que le niveau de vie des 20% les plus riches est nettement plus important que celui des 20% les plus pauvres, à hauteur d'à peu près c'est de 5 fois plus. Les retraites font réduire cet écart à 3,7. Donc la retraite permet de rétablir une forme de justice après les inégalités du monde du travail. Donc ça, c'est les retraites actuelles, c'est le système comme il fonctionne aujourd'hui. Après, il y a des choses aussi qui ne fonctionnent pas vraiment très bien. Il y a des inégalités quand même assez fortes au niveau des retraites. Aujourd'hui, notamment les pensions des femmes qui sont vraiment bien moins grandes que celles des hommes, à hauteur de quasiment 40%. Et tout un système de retraite complémentaire qui existe déjà, de retraite par points, qui ne sont pas forcément très justes. Donc voilà. Mais globalement, c'est là-dessus que le système des retraites actuelles fonctionne. Et c'est ce système-là, effectivement, qu'on attaque. Alors les attaques au système des retraites, ils datent pas d'hier, ils datent pas de Macron, ça fait presque dès le départ de la mise en place du système des retraites qu'on commence à l'attaquer. Il y a quasiment eu entre 80 et 100 attaques sur la sécurité sociale depuis sa création. Et comment faire pour effectivement essayer de dire que ce système-là, il faut le réformer ? Eh ben voilà, on dit qu'il ne fonctionne plus, on dit qu'il va dans le mur économiquement. Alors, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, quand on écoute les chaînes de bon sens, on va entendre toujours les mêmes petites choses qui vont essayer de décrédibiliser le système actuel. Notamment, la première des choses, des phrases un peu creuses, c'est « on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps ». En oubliant que c'est aussi parce qu'on travaille moins longtemps qu'on vit plus longtemps. C'est une des choses les plus simples, mais qu'on ne dit jamais. On parle aussi du fameux ratio entre les actifs et les retraités, en disant que ce ratio, il va à la catastrophe et il faut vraiment faire quelque chose. En gros, en 1960, on nous dit qu'il y avait 4 actifs pour un retraité. Donc 4 actifs qui payent la retraite d'une personne. Là, pour le coup, c'est jouable, tout va bien, le ratio est bon et
Et ça fonctionne. On nous dit qu'aujourd'hui, 2020, on serait plus à hauteur d'1,7 actifs pour un retraité. Moins de 2 actifs pour un retraité. Et on nous dit que ça va encore évoluer dans ce sens-là. Toujours moins. Et donc on comprend bien que c'est pas viable comme système. Qu'économiquement, c'est pas possible de passer de 4 pour 1 à moins de 2 pour 1, et puis peut-être encore moins plus tard. Ça se voit, ça paraît logique, c'est de l'arithmétique, on peut pas combattre l'arithmétique. Le problème, c'est qu'on oublie tout un tas de choses, et que ce système-là, si on va chercher par l'absurde, on pourrait tout à fait, si on l'appliquait à d'autres systèmes, comme le système agricole ou le système de la production alimentaire, ce serait aussi idiot de dire ça que de dire, en 1945, il y avait 10 millions de paysans pour une trentaine de millions de Français. On sait qu'en 2020, il y aura moins d'1 million de paysans pour plus de 65 millions de Français. On peut donc prédire une famine complète en France. C'est idiot de le dire ça, on le sait. Et sur des réseaux sociaux, parce que en évoquant ce sujet-là, j'ai essayé de parler de tout ça. Et beaucoup de gens tombent dans le piège, effectivement, quand j'ai parlé des paysans. Il y en a un qui me dit « Bah ouais, mais t'oublies la taille des exploitations, les machines, tout ça qui font que... » Mais oui, ce que j'ai oublié de dire, et ce que les gens qui veulent nous vendre le nouveau système des retraites oublient de dire, c'est qu'il y a un gain de productivité. C'est-à-dire que la richesse produite par les bonhommes, elle évolue avec le temps. Elle évolue. La richesse produite, donc le PIB, en 1960, il était de 50 milliards d'euros. Aujourd'hui, donc ça c'était la richesse produite par ces 4 petits bonhommes, on va dire, pour un. La richesse produite en 2020, elle est de plus de 2000 milliards d'euros, peut-être bien 2400, je crois, je ne sais plus par... 2002. 2200 milliards. Donc ils sont très très productifs, ces petits bonhommes. Et au final, si on compte en PIB par habitant, on a augmenté la productivité de 3,4. Donc en fait, le 1,7 ici, si on le rapporte à la productivité, on peut rajouter des petits bonhommes. Et on peut en rajouter pas mal. Et ça passe, au final. Là, forcément, le ratio, il est quand même différent. Mais on ne nous l'évoque jamais, ça. On n'évoque jamais ce ratio-là. On n'évoque jamais la productivité et les richesses produites. En fait, c'est pas une histoire de petits bonhommes, c'est pas une histoire d'actifs et de retraités. S'il y avait une seule personne en France qui produisait assez de richesses pour payer la retraite de tous les autres, si ça fonctionne, ça fonctionne. C'est pas un problème de personne et de démographie. Alors effectivement, ça, ce serait dans une économie où ce partage serait fixe, ne changerait pas et n'évoluerait pas. Sauf que depuis quand même des dizaines d'années, maintenant, vous voyez cette petite barre là, elle a tendance à vouloir bouger. Et malheureusement, elle ne va pas en faveur du travail. Elle va plus en faveur du capital. Donc, toujours moins de cotisations au final pour remplir la caisse des retraites. Et en fait, ça évolue assez vite parce que en 2015, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, disait qu'il n'y avait aucun problème de financement des retraites. Macron lui-même, en 2017, dans son programme, disait qu'il n'y avait aucun problème de financement des retraites. C'est un système viable. Pourquoi ? Parce que, en fonction de la démographie, on va jouer sur les cotisations. On va ouvrir le pourcentage alloué aux retraites pour que ça aille, pour que ça colle.
Sauf que en investissant, en supprimant des postes de fonctionnaires depuis des années et des années, une politique qui fait toujours réduire les cotisations patronales, hein, les patrons versent de moins en moins d'argent dans le pot commun, on va dire, ils sont exonérés, forcément le système que je montre là commence à avoir des difficultés. Et effectivement, aujourd'hui, le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, dit que à l'horizon 2025, on pourrait avoir malgré tout un petit déficit. Un déficit entre 7 et 17 milliards d'euros, ils ne savent pas exactement le quantifier. Sauf que l'argent dédié aux retraites actuellement, il est de plus de 300 milliards d'euros. Donc le petit déficit entre 7 et 17 milliards d'euros, c'est quand même à la marge. Et c'est très facilement récupérable. D'autant qu'il y a eu des choses anticipées là-dessus, sur cet équilibre qui pourrait ne plus se faire. Il y a eu des choses. Il y a eu la création, en 1996, de la CADES. La CADES, qui est la caisse d'amortissement de la dette sociale, en prévision de, pourquoi pas, effectivement, d'un déficit dans la caisse des retraites. La CADES, qui, via la CRDS, la cotisation du remboursement de la dette sociale, prélève de l'argent, prélève de l'argent pour éventuellement parer un déficit, et a une date de fin, 2024. Effectivement, c'est bientôt. La fin du travail de la CADES, c'est bientôt. Et il s'avère que la CADES a peut-être vu un peu trop. C'est-à-dire que, en termes de prélèvement, la CADES va être en possession d'un magot, effectivement, d'à peu près 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros de compensation. Donc, quand on veut aller trouver un petit peu de l'argent pour garder ce système-là, on peut effectivement le trouver. Le souci, c'est que Macron, il a prévu quelque chose pour la nouvelle réforme. C'est la part, effectivement, la part du PIB qui va être allouée aux retraites. Voilà, je vous avais fait un petit diagramme, je vous fais un camembert, voilà. Donc ça, c'est toujours le PIB. Et ça, c'est la part qui est dédiée aux pensions de retraite et qui équivaudrait aujourd'hui à peu près autour de 13%, un peu plus, 13,7 je crois. Et donc, comme je vous expliquais, cette part-là, elle est mouvante en fait. Elle bouge en fonction du temps, en fonction de la démographie, en fonction des besoins. Et on nous dit, cette part-là, elle va exploser dans les années 2050. Il y en a qui vont parler jusqu'à 19%. Elle va exploser dans le futur et on ne peut pas passer de 13 à 19 comme ça, c'est pas possible. Sauf que toujours pareil, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans les années 60, c'était en 1970, la part du PIB consacrée aux retraites était de 5%. Donc ça, c'était en 1970, pardon. Ça, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est 2050. Et en fait, si on regarde bien, hop là, et qu'on tape pas dans le paperboard, on est passé de 5% à 13% à 19%. Et on nous dit que ça va exploser et qu'on ne pourra pas payer les pensions parce qu'il va y avoir beaucoup plus de retraités, beaucoup plus de retraités, beaucoup plus de retraités. Sauf que de 5% à 13%, on a plus 8, on va dire, de points. Et finalement, de 13 à 19, et j'ai pris les chiffres les plus pessimistes, on serait à plus 6.
en fait, on n'est pas vers un phénomène d'accélération du financement des retraites, mais un phénomène de décélération du financement des retraites. Donc là encore, quand on va creuser un tout petit peu le bon sens, on s'aperçoit que on oublie de rentrer dans le détail et ça les arrange bien. Donc c'est important de savoir à peu près aussi tout ça. Donc voilà, ils essayent de nous le vendre. En fait, ce qu'ils veulent faire, évidemment, donc ce que je disais, c'est que cette part consacrée aux retraites, cette part du PIB consacrée aux retraites, ils veulent la bloquer. Ils veulent la bloquer à 13%. Et ça ne bouge plus. En fonction de la démographie, non, ça ne bouge plus. S'il y a plus de personnes qui ont besoin, s'il y a plus de retraités, eh ben c'est juste 14%, on ne bougera plus là-dessus. Parce que cette part-là, c'est ce qui va nuire à la fameuse compétitivité. C'est ce qui alourdit le coût du travail. Et là, on commence à sortir les mots, les éléments de langage. Le coût du travail. Et donc, ils veulent réduire, ou en tout cas empêcher qu'on joue sur cette part-là pour ne jamais alourdir leur fameux coût du travail. Sauf qu'il y a une étude du CEPI. Donc le CEPI, c'est le Centre d'études de recherche et d'expertise en économie internationale, un bien gros mot, mais au service du Premier ministre. Donc c'est pas un centre d'études de gauchos, hein, qui dit que le coût du travail, le fameux coût du travail, ça fait des années qu'il baisse en France. Ça fait des années que les politiques françaises s'attachent à faire baisser le coût du travail. S'attachent à faire baisser les charges, hein, comme on les entend. Sauf que nous, on va appeler ça des cotisations. On va essayer de ne pas employer leurs mots. Donc, ils s'attachent à ça depuis des dizaines d'années. Et qu'est-ce qu'a trouvé le CEPI, finalement, en consultant un peu les effets de cette baisse du coût du travail? C'est qu'on n'a pas un impact formidable non plus, contrairement à ce que vous voulez nous faire croire. On n'a pas d'impact sur la compétitivité tant que ça. On n'a pas d'impact sur le chômage tant que ça, même s'ils essayent de nous le faire croire actuellement. On n'a pas tous ces impacts-là. Ça fait des années, et même des dizaines d'années, qu'on baisse le coût du travail, mais qu'on n'en voit pas véritablement le fruit, en fait, aujourd'hui. Ce qu'on voit, par contre, c'est une augmentation du coût du capital. Les fameux dividendes. C'est pareil. Dividende, c'est un bien joli mot, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, les cotisations, ça va être des charges, et puis eux, ça va être des dividendes. C'est genre, ils divisent quelque chose, c'est positif presque comme mot. Ben non, c'est le coût du travail, c'est le coût du capital, c'est des charges, les charges du capital. Les charges du capital, elles sont énormes, et de plus en plus. 49 milliards de dividendes, donc non, 49 milliards de charges patronales, du capital, pardon, en 2019. Donc à un moment donné, il faudra se poser la question de cet argent-là qui part et qui ne nous est pas revenu, parce que c'est l'argent de notre travail. Hein. Mais bon, cette réforme, il faut qu'ils nous la vendent, quoi. Hein. On sent qu'ils ont, ils ont une feuille de route, on sent que voilà, l'Europe aussi telle qu'elle est, leur a filé un plan de bataille, et là, bah, c'est la retraite. Là, on est sur la retraite, il faut la faire passer, et il faut faire passer la réforme. Donc ils ont envoyé sur toutes les chaînes dont je vous parlais tout à l'heure, toute une tripotée de députés et de porte-parole, tous aussi drôles les uns que les autres, hein, parce qu'il faut les écouter, essayer de défendre quelque chose qu'ils comprennent à peine, dont ils savent que c'est pas forcément quelque chose de génial, mais voilà, ils sont envoyés sur les plateaux télé pour essayer de la défendre. On avait notamment Madame Verdier-Jouclas, je ne sais pas si ça vous parle, qui était là, très présente en fin d'année sur BFM, sur LCI, et que même c'était un syndicaliste avait traité de Playmobil, parce que vous savez, les Playmobil, ça bouge pas, ça réfléchit pas, et puis ça lève le bras pour voter les lois à l'Assemblée, en fait. Il l'avait traité de Playmobil. Alors, se faire traiter de Playmobil par un syndicaliste CFDT, je trouvais quand même que c'était assez chouette quand même à voir.
Donc ils ont envoyé toute une gamme de gens très très drôles, et aussi notamment, je vais essayer d'apporter ça. Je voudrais vous faire écouter ça. Corinne Vignon. Est-ce que des gens savent qui est Corinne Vignon ? Certains d'entre vous peut-être. En fait, Corinne Vignon, elle était la présidente du groupe de travail sur la réforme des retraites. Donc quelqu'un de très haut placé à ce niveau-là. Et qui a été nommé récemment même rapporteur à l'Assemblée nationale du projet de loi. Donc vraiment quelqu'un au cœur de cette réforme. Et je pense que ce serait intéressant. Voilà, c'est intéressant de l'écouter parler. Alors je ne sais pas si vous allez... Cette histoire de points, vous entendez tous ? Tous les salariés auront le bon montant de retraite à la fin, après la réforme. Alors cette histoire de points, déjà je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer peut-être dans 5, dans 10, dans 15 ans ? Le point sera fixé à 10 €. Il aura dans toute sa fonction tout au long de la carrière, ce point sera revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée, et il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière. Vous avez tous compris. C'est clair. Enfin, je veux dire, là, on peut pas... Enfin, voilà, là, c'est limpide. Je vois pas comment on pourrait s'opposer à ça, quoi. Donc ça, c'était Corinne Vignon, hein, quelqu'un au cœur du réacteur nucléaire d'idées macronistes. Donc voilà, ils ont envoyé tous ces gens-là. Alors, c'est dommage d'avoir envoyé des abrutis, parce que la façon de faire, elle a été quand même plutôt bien pensée. Plutôt bien pensée dans le concept. C'est-à-dire qu'on nous a vendu cette réforme avec une foule de mots positifs. Et ça, en termes linguistiques, c'est très dur de combattre des idées avec des mots positifs. On pense avec des mots. C'est-à-dire, on nous donne des mots et on élabore des pensées avec. C'est pas l'inverse. C'est pas on a des idées, on va mettre les mots dessus. Non, on pense avec des mots. Et enlevez tous les mots négatifs et vous aurez du mal à lutter. Donc, en nous abrutissant de mots positifs concernant cette réforme, on nous empêche de lutter, ou en tout cas, on nous rend la tâche beaucoup plus difficile. Je suis sûr que vous en avez des mots, en plus, des mots positifs. Est-ce que vous pouvez m'en donner, deux ou trois sur cette réforme que vous avez entendue dans les médias ? Cette réforme, elle serait universelle, le premier. Donc, on nous a vendu l'universalité. Équitable. Justice sociale, super, justice sociale. Et on nous a vendu un autre mot aussi ultra positif, notamment concernant l'âge pivot. Ce serait un âge d'équilibre. L'équilibre, c'est ultra... Qu'est-ce qu'on peut lutter contre l'équilibre ? C'est pas possible. On ne peut pas militer pour le déséquilibre, c'est compliqué. On peut pas être contre la justice sociale, ni contre l'universalité. Donc ils nous ont noyés de mots très bien relayés par tous les médias qui n'ont jamais remis en question ces termes-là. Hein. Et tous les opposants à la réforme des retraites ont dû batailler là-dessus. Et on va essayer de reprendre ces items-là point par point pour essayer de les déconstruire. Parce que voilà, c'est ce qui aurait dû être fait par les journalistes. Et ils ne l'ont jamais vraiment fait. Et ils ont laissé les contradicteurs s'en mêler dans un temps très court. Et donc, c'est quasiment impossible de convaincre là-dessus. L'universalité. L'universalité, c'est un mot extraordinaire
qui peut être contre l'universalité? L'universalité, en fait, c'est ce qu'a essayé de mettre en place le CNR au sortir de la guerre en construisant le système des retraites actuelles. Ils étaient pour ce genre de choses, l'universalité. Ils voulaient créer quelque chose d'universel dans le sens où les régimes de retraite existaient déjà avant, mais ils étaient tous différents. Il y en avait, ça cotisait à 2%, à 12%. Ils ont essayé de créer quelque chose de général. Et ils l'ont appelé le régime général. Mais régime général, ça fait pas macroniste, quoi. Donc, ils se sont dit, alors nous, on va être mieux que général, on va dire universel. Voilà, on va créer un système universel. Sauf qu'à la rigueur, c'est un système qui serait uniforme. C'est-à-dire que avec leur système de retraite par points, donc en fait, l'argent qu'on va cotiser va être transformé en points. En fait, si on applique une réforme, enfin quelque chose d'uniforme à des inégalités déjà présentes, parce que les salaires ne sont pas les mêmes, on ne fait qu'accroître les inégalités à la retraite. C'est uniforme, pas universel. Donc, voilà, là, ils ont essayé de nous vendre ça comme ça. Ils ont essayé de nous dire, bah oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est lutter contre les régimes spéciaux. Parce que, vous comprenez, il y a plein de régimes spéciaux. Il y en a bien moins que ce qu'ils ont dit, d'ailleurs. Il y a plein de régimes spéciaux, c'est pas juste, on comprend rien. Pourquoi eux, ils auraient droit et pas les autres? Alors, effectivement, quand on les écoute, on aurait tendance à vouloir les croire, à se dire, ah, bah ouais, comment ça se fait que le cheminot, il part si tôt Mais parce qu'il faut regarder aussi les contrats qu'ils ont signés. Comment ça se passe, leur fonctionnement de retraite? Les cotisations, à quelle hauteur ils ont des cotisations, ces gens-là qui partent plus tôt? C'est peut-être un petit peu plus juste si quelqu'un cotise énormément, que ça fait partie du deal. Il cotise énormément tout au long de sa retraite, tout au long de sa carrière, il n'a pas une carrière où il va gagner 10 000 euros par mois. Peut-être que ça peut être juste qu'il parte un peu plus tôt que les autres. Donc, sans creuser vraiment ce sujet-là, ils se sont dit, nous, on veut plus de régimes spéciaux, on va faire le même régime pour tout le monde. Sauf que quand on regarde à l'heure actuelle, entre les militaires, les policiers, les routiers, les pilotes, les pompiers qui ont obtenu récemment qu'on conserve leur système de retraite, bon bah voilà, les régimes spéciaux sont recréés pour ceux qui les protègent. Voilà, alors ils parlent de régimes spécifiques. Voilà. Non, on n'aura pas de régimes spéciaux, on aura des régimes spécifiques. Foutage de gueule. Donc voilà, au final, l'universalité, ça ne veut plus rien dire. La justice sociale. La justice sociale. Il y en a même qui ont été dire que c'est la réforme que la gauche aurait dû mettre en place. Ils vont jusque-là. Hein. Pire, Delevoye, à l'époque où c'était encore lui, avait dit qu'il s'inspirait du Conseil national de la résistance pour créer la réforme des retraites. Ils vont loin quand même, ils vont très très loin, et c'est très difficile de lutter contre ces gens-là qui n'ont aucun scrupule. La justice sociale. Expliquez-moi comment cette réforme peut être plus juste quand elle reprend toute la carrière, pour le calcul des pensions, quand elle va utiliser toute la carrière. Aujourd'hui, dans le privé par exemple, serviront de base de calcul les 25 meilleures années. Qu'elles soient au début, qu'elles soient à la fin, qu'elles soient fluctuantes, on va prendre les meilleures années, donc les années où on a le plus gagné, et on va se servir de ça comme base de calcul, pour calculer la pension de retraite. Dans le public, chez les fonctionnaires, on prend les 6 derniers mois, parce qu'on sait que c'est les 6 mois où on gagne le plus, parce qu'ils ont une carrière croissante. Comment prendre toute la carrière des uns et des autres peut être plus juste? Parce que de fait, si on prend toute la carrière avec les hauts et les bas que toute une carrière peut connaître, forcément ça va faire baisser les pensions, le niveau des pensions. Donc ça, voilà, comment ça peut être juste? On nous dit que c'est mieux pour les femmes. Mais c'est faux, on le sait. On va, plutôt que de leur donner, par exemple,
pour les congés maternité. Aujourd'hui, quand une femme a un enfant, alors vous me dites si je me trompe, parce que ce sujet-là, je le maîtrise un tout petit peu moins, mais dans le privé, elle va avoir un gain de 8 trimestres. 8 trimestres de cotisés par enfant. Aujourd'hui, ça va être remplacé, avec la réforme, ce serait remplacé en pourcentage, c'est-à-dire qu'elle gagnerait 5% de points en plus. Donc en fait, on leur donne un petit peu d'argent, qui peut aller soit à l'homme, soit à la femme d'ailleurs, contre du temps que le système actuel leur allouait. Et quand on dit que le point retraite est le même pour tout le monde, comment ça peut être juste quand on sait que les 10% les plus riches ont une espérance de vie de 13 ans de plus que les 10% les plus pauvres? Comment dire que c'est juste que ces gens-là aient exactement la même valeur de points? C'est quand l'espérance de vie des plus riches est de 84 ans, l'espérance de vie des plus pauvres est de 71 ans. Donc l'espérance de vie après le départ à la retraite, 64 ans, il est de 7 ans pour les uns et du coup de 20 ans pour les autres. Comment ça peut être plus juste, ce nouveau système par points? Ils ont essayé de nous vendre aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils en parlent un petit peu moins en ce moment, le coût de la pension minimum de 1 000 € par mois. Alors au départ, en plus, ils avaient commencé à dire la pension minimum pour tous les Français. Il n'y aurait pas un Français qui aurait moins de 1 000 € par mois. C'est ça qu'ils ont commencé à dire. Et après, quand on a creusé un peu, ils ont dit non, c'est 1 000 € à carrière complète. Allez demander à un macroniste sur un plateau télé de ce que c'est qu'une carrière complète, même lui sera incapable de vous le dire. Même lui. Donc, on est dans de l'enfumage encore une fois. Et on est dans de l'enfumage parce que en 2003, il y a déjà eu un accord sur les minimums des pensions à carrière complète. C'était Chérec à l'époque et Fillon, Chérec de la CFDT, qui avait signé. Avec aussi conseillé par un certain Jean-Paul Delevoye, déjà lui à l'époque, qui avait signé qu'à carrière complète, les Français toucheraient 85% du SMIC. Donc cette réforme-là, elle existe déjà. On nous la vend comme quelque chose d'incroyablement social, ça existe déjà dans les textes. Et 1 000 € par mois, merde. Quand on a bossé toute sa vie, une carrière complète, sortir avec 1 000 € par mois, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Macron lui-même avait dit « Moi j'ai connu la précarité quand j'étais étudiant. Parce que je vivais avec 1 000 € par mois. » Donc qu'est-ce qu'il vend aux Français, Macron? La précarité. Et il faudrait qu'on l'applaudisse pour ça. Oui, de toute façon. Évidemment, 1 000 € d'argent de poche pour lui. Mais c'était la précarité. Il l'a connu, le pauvre. Il l'a dit. Mesure de gauche, Alain Madelin a dit que la retraite par points, c'était lui. C'était de lui. Alors, Alain Madelin, de gauche, pour ceux qui le connaissent, voilà. Lui, il est très fier de cette retraite par points. Il dit qu'il est presque l'instigateur de cette retraite par points. L'âge d'équilibre. L'âge d'équilibre. Bon, on ne peut pas être contre l'équilibre. Qui voudrait d'un système qui n'est pas à l'équilibre? Sauf que si derrière on ne vous dit pas qu'on peut jouer l'équilibre sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, le pourcentage du PIB alloué aux pensions de retraite, alors oui, effectivement, on va se dire, bah oui, il faut jouer sur l'âge, en pensant que ce serait le seul paramètre pour réussir à mettre ce système à l'équilibre. L'équilibre qui dit, effectivement, l'âge pivot à 64 ans. Donc pour réexpliquer, en fait, vous devez cotiser 43 ans, mais jusqu'à 64 ans. Si vous partez avant, vous avez le droit, comme actuellement à 62 ans, vous aurez de la décote, en fait. De la décote, c'est de l'argent en moins que vous retrouverez jamais. Donc, en fait, on nous parle d'âge d'équilibre, c'est juste on augmente, en fait, simplement l'âge de départ à la retraite, tout simplement. Sachant que l'âge d'équilibre, ce qu'on sait maintenant aussi, c'est qu'il va être augmenté avec les années.
Moi, je suis de 82, j'ai pas trop regardé, mais je crois que ça doit tourner, mon âge d'équilibre, il doit être autour de 66, 67 ans ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Après, moi, je bosse à l'hôpital. Ça y est, j'ai déjà réfléchi à comment je ferais. Moi, je bosse en gériatrie. Donc voilà, je sais comment je ferais. Je veux dire, je suis équipé en canne, je suis équipé en déambulateur, je suis équipé en fauteuil roulant. Enfin, on fera des courses de déambulateur avec les patients, parce que moi, j'aurai le mien. Enfin, voilà, j'ai déjà un peu envisagé comment je soignerais des gens à 67 ans. Donc ça, c'est de l'équilibre, c'est de la justice sociale, c'est de l'universalité. En résumé de cette réforme, c'est Fillon qui le vend le mieux, quoi. Vous l'avez tous entendu dire que, ce qui était génial avec le système par points, c'est que ça permettait au gouvernement de régler le montant du point et de régler les pensions en fonction. Voilà, ça, il l'a dit et on sait tous effectivement que c'est comme ça. Alors après, ils nous ont dit, Delevoye avait dit, mais non, le point, il bougera pas, on va mettre une règle d'or, ils aiment bien les règles d'or, on va mettre une règle d'or pour que le point ne bouge pas, il sera indexé sur les salaires. Donc en fonction des salaires, de l'évolution des salaires, le point sera indexé dessus. Alors, en soi, effectivement, c'est mieux que sur l'inflation, parce que dernièrement, si on regarde la courbe des deux, les salaires ont plus évolué que l'inflation. Mais, il dit aussi, Delevoye, que le seul souci, ce serait s'il y avait une crise financière assez grosse. Là, on ferait réduire les salaires et forcément le point avec. Pour le coup, je sais pas vous, mais moi j'ai quand même sacrément entendu parler d'une nouvelle crise financière qui se préparerait, qui arriverait très vite et qui serait peut-être même plus grosse que celle de 2008. Donc indexer le point sur les salaires, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? J'en suis pas certain. Et puis cette réforme, ceux qui en parlent le mieux, c'est les assurances privées. C'est AXA, par exemple, qui dans ses derniers dépliants dit qu'effectivement les pensions de retraite vont baisser, donc il faut souscrire chez eux des plans d'épargne retraite. Ils l'ont déjà intégré dans leur communication. C'est déjà dans les textes. Hein. Donc voilà, effectivement, c'est eux qui en parlent le mieux. Et je dirais que cette réforme-là, qu'on nous vend un peu comme moderne, comme tout ce que fait la Macronie, tout est moderne, alors qu'il n'y a rien de plus vieux, on a déjà aujourd'hui le recul sur ce qui a été fait par Balladur en 93, sa réforme, parce qu'il jouait sur 2 paramètres. Alors il jouait pas sur les points, mais il jouait sur 2 paramètres qui sont aussi dans la réforme voulue par Macron. C'est qu'ils ont repoussé l'âge, la durée de cotisation. On est passé de 37 ans et demi à 40 ans. Et on est passé des 10 meilleures années dans le calcul de la pension de retraite, dans le privé. C'était 10 années. Donc c'est toujours pareil, moins le nombre d'années est grand, plus la pension sera grande. Donc ils sont passés en 93 de 10 à 25, les 25 d'aujourd'hui. Et on a un recul chiffré sur l'impact des réformes de 93 qui ressemble vachement à celles d'aujourd'hui. Alors, je connais pas les chiffres par cœur, donc je les ai là. La variation de la pension pour l'ensemble de la population. Pour les hommes, l'impact a été de moins 6,9%. Donc les pensions ont perdu 7%, la variation de pension. Pour les femmes, 4,6%, pour l'ensemble, 5,7%. La source, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en 2005. Le pourcentage de la population pour qui la réforme 93 a impliqué une baisse de pension. Pour les hommes, 71%, pour les femmes, 42,6%, pour l'ensemble, 56,9%. Donc voilà. Quand on nous dit qu'effectivement c'est une mesure juste qui va profiter à tout le monde, on est en droit quand même d'avoir des doutes. Mais à qui profite le crime alors ? Pourquoi on veut nous imposer cette réforme ? Alors quand on regarde un peu les chiffres, là c'est pareil, c'est des chiffres que j'avais trouvés dans une émission qui venait, la source était Le Parisien. Les salariés cadres supérieurs, eux, vont pas forcément voir leur pension diminuer.
Là, s'ils partent à 62 ans, ils gagneront, eux, à peu près... Donc là, on parle d'un cadre supérieur qui gagnerait environ, en fin de carrière, 11 000 euros par mois. Voilà, chacun se fasse son idée sur ce salaire. En tout cas, lui, à 62 ans, donc s'il part avec de la décote, hein, parce que c'est 64 ans l'âge pivot, il gagnera 638 euros par mois de plus. S'il part à 64 ans, 903 euros. 65 ans, 1052 euros. Et 67 ans, 1767 euros de plus par mois. Donc voilà, tout le monde ne va pas perdre, a priori. À qui profite le crime encore ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que y a un barème qui va être mis en place sur les cotisations des hauts salaires. Alors, ça concerne 240 000 personnes. Hein. C'est quand même nombreux, mais voilà. Ça concerne 240 000 personnes, mais il y a un barème qui va leur être attribué. En gros, aujourd'hui, dans le système actuel, il y a un plafond de 27 000 euros par mois, brut, mais par mois. Par mois. Il y a des gens qui gagnent 27 000 euros par mois, brut. Et bien plus, effectivement. Donc ces gens-là, jusqu'à 27 000 euros, vont cotiser pour les retraites à hauteur de 27%. La réforme Macron, je crois que c'est 28 et que ça passe à 28 avec la nouvelle réforme. En fait, avec la nouvelle réforme, ce plafond-là sera à 10 000 euros brut par mois. Ils cotiseront à 28% jusqu'à ce plafond-là, et au-delà, n'auront qu'une prime, je dirais, un pourcentage de solidarité, ils l'appellent comme ça, de 2,8%. Donc tout ce qui sera au-delà sera prélevé, les cotisations seront prélevées à hauteur de 2,8%. Donc pas grand-chose, effectivement. La subtilité, elle va être là. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ces gens-là qui sont dans le système actuel depuis un petit moment, ils vont bien à un moment donné vouloir leur pension. Ces gens qui gagnent les 240 000 qui gagnent beaucoup d'argent. Et en fait, avec la réforme, ces gens-là ne vont plus effectivement cotiser, mais il va falloir les payer quand même. Et ça va faire perdre beaucoup d'argent au pot commun. On est à hauteur de... C'est l'Agir Carco qui a estimé ça. On est à hauteur de 3,7 milliards d'euros par an. Jusqu'à l'âge de perte, dans le pot commun. Jusqu'à 2040, date de vraiment mise en place complète de la réforme, et on serait autour de 72 milliards d'euros de pertes, en fait. Parce que eux, effectivement, n'ouvrent pas de droits. Mais il faut quand même payer ceux qui vont partir à la retraite jusqu'en 2040. C'est assez complexe, mais effectivement, ces gens-là, qui n'auront pas de droit à la retraite au-delà de 10 000 euros, ils seront obligés de faire de la capitalisation, ce qu'ils font déjà aussi actuellement, mais ils n'ouvrent pas de droit, mais il faudra quand même leur payer la retraite jusqu'en 2040. Donc on va avoir un trou de 72 milliards d'euros à combler d'ici là. Donc là, il va falloir trouver de l'argent. Et je vous cache pas, ça risque d'être nous qui paierons par rapport à l'équilibre. Alors, là, j'ai un petit... En fait, quand j'ai préparé cette conférence, je voyais un gagnant évident par rapport à cette situation, c'était les grandes entreprises. Les grandes entreprises qui payent ces salaires-là. C'est pas la boulangerie du coin qui paye son salarié 27 000 euros brut par mois. C'est les grandes entreprises. Et les grandes entreprises, avec ce système-là, de plafond diminué, en termes de cotisation patronale, elles allaient passer de 16,7% de cotisation à 1,7% de cotisation.
Donc toujours de l'argent en moins dans le pot commun. Donc je me disais effectivement, les grands gagnants, c'est les grandes entreprises en tout cas, parce que jusqu'en 2040, c'est encore 40 milliards d'euros qu'elles vont mettre en moins. Sauf que, depuis hier, alors ça m'a fait un peu changer, je me suis dit comment déjà de comprendre ce qui se passait, j'avais du mal, mais en fait le MEDEF ne veut pas de cette réforme. Même le MEDEF ne veut pas de cette réforme. Ils se font lâcher par le MEDEF, alors qu'on pensait qu'ils étaient vraiment cul et chemise, quoi. Qu'ils avaient presque écrit cette réforme-là. Le MEDEF ne veut pas de cette réforme. Il ne veut même pas que les grandes entreprises, en tout cas il n'est pas forcément pour, que les grandes entreprises payent moins de cotisations patronales. Ça surprend. Ça surprend. Alors en fait, j'ai essayé de vraiment lire tout un tas de trucs aujourd'hui. En fait, ils ont peur que les hauts salaires qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, brut, ayant peur de la capitalisation, parce que les hauts salaires sont pas plus cons que les autres, ils voient bien que la retraite par capitalisation, ça n'a pas apporté que du bien à tout le monde, se disent, en fait, la retraite par répartition leur allait bien, hein. Les pensions de retraite de ces hauts salaires, c'était plutôt pas mal. Et ils ont peur peut-être d'y perdre avec de la capitalisation, les hauts cadres. Avec une fameuse crise qui pourrait arriver, effectivement. Donc même le MEDEF commence à avoir un petit peu peur. Ils ont peur, les grandes entreprises, que, en fait, les hauts cadres disent aux patrons, attendez, on sait très bien que vous allez plus payer de cotisations patronales, par contre, au niveau de nos salaires, vous allez nous filer des primes, vous allez nous filer... faire pression sur eux. A priori, ce serait pour ça que les grandes entreprises ne voudraient pas forcément changer de système. Non, les vrais grands gagnants, c'est les grandes institutions financières. C'est BlackRock et autres, dont vous avez tous entendu parler, dont le président français a été décoré de la Légion d'honneur en plein mouvement de contestation de la réforme des retraites. Si ça, c'est pas un doigt d'honneur fait à la population, je sais pas comment ça s'appelle. C'est Cirelli qui, à l'élection de Macron, a privatisé l'Élysée pour recevoir les ministres, les uns après les autres, qui lui ont présenté leur projet de loi, leur projet de réforme des lois. Donc c'est eux les vrais gagnants, effectivement, parce que eux, ils ont pour objectif, ils l'ont dit clairement, c'est que la retraite par capitalisation leur rapporte avant la fin du quinquennat plus de 300 milliards d'euros. C'est-à-dire que les Français investissent vraiment dans la capitalisation. Sauf qu'on est en train de voir que les Français sont pas super chauds pour ça, en tout cas. Ils l'ont jamais vraiment été, mais ils sont pas très friands de la capitalisation. On va nous dire, ils le font déjà. Ils le font déjà, ils vont essayer d'investir. Voilà, il y en a certains qui vont essayer de se fabriquer leur propre retraite tout seuls aussi, comme j'expliquais au tout début. Mais s'ils étaient tous intégrés dans le régime général, je pense qu'ils seraient très contents. C'est le même système que l'assurance maladie. On a tous une mutuelle qu'on est obligé de se payer, une complémentaire. Mais si tout était pris en charge par l'assurance maladie, on serait tous très contents. Donc, on ne le fait pas par choix. Ils ne le font pas par choix, la retraite par capitalisation. Ils le font parce que on veut amener la retraite par capitalisation petit à petit. Cette réforme-là, typiquement, de dire après 10 000 euros par mois gagnés, si vous voulez vous faire de la retraite, va falloir investir dans la capitalisation. On fait rentrer par la fenêtre la capitalisation. Macron a beau dire non, moi je veux juste préserver la retraite par répartition. Même les patrons le disent aujourd'hui ouvertement, on ne veut pas de la retraite par capitalisation. Et tout le monde l'a compris, et même les patrons. Donc ça, c'est les gagnants économiques. C'est ceux qui vont gagner de l'argent, les institutions financières. Mais il y a aussi des gagnants politiques à cette réforme, ou plutôt des perdants politiques. Parce que le système actuel de retraite, il n'est pas dans l'intitulé « J'ai cotisé, j'ai droit ». Il est dans l'intitulé « J'ai cotisé, je décide ». En fait, en cotisant, donc, comme je vous ai dit, l'État, lui, n'a pas de regard. Quand ça a été créé, c'était pour aussi ne pas passer par l'État. On avait des conseils d'administration où cet argent-là prélevé
eh ben, les gens décidaient de ce qu'on allait en faire, justement, de le mettre là où on avait envie de le mettre. Et donc, à sa création, on avait des conseils d'administration où il y avait plus de salariés que de patrons pour décider de ces choses-là. Donc le rapport de force était quand même en faveur des salariés. Sauf qu'en 67, on est passé déjà à 50-50. 50% salariés, 50% patronat. Donc on a perdu un peu de pouvoir dans ce rapport de force. Et ensuite, Rocard, amenant la CSG, donc l'impôt, donc l'État, dans ses négociations, a fait perdre encore plus de pouvoir de négociation aux salariats. L'État s'est immiscé dans cette affaire-là. Et on le sait, Macron l'a toujours dit aussi, lui ne comprend pas, ne veut surtout pas que dans un pays comme la France, l'État n'ait pas la main mise sur cet argent, que ce soit géré en dehors de l'État. Et donc, petit à petit, et encore plus avec cette réforme-là, les salariés perdent du pouvoir politique de négociation. Et Macron, lui, il veut vraiment avoir la main mise sur cet argent-là. Filoche, Gérard Filoche, disait que, en fait, en gros, si on va à l'extrême, si l'État a vraiment un pouvoir de décision énorme, il peut tout à fait dire, bah non, cet argent-là, on va pas le mettre pour les pensions de retraite, on va le mettre pour acheter 2 sous-marins nucléaires. Il est là le nœud du sujet. Enfin, vraiment, il faut qu'on garde ce pouvoir politique d'attribution des cotisations. Il ne faut pas que l'État puisse s'en mêler, ou le patronat qui sont, voilà, pour le coup, ensemble contre les salariés. Et c'est déjà arrivé. Si on prend l'assurance chômage, aujourd'hui, les cotisations salariales n'existant plus, l'assurance chômage les cotisations pour l'assurance chômage ne sont que des cotisations patronales et de l'impôt. Donc, qui prend la décision d'attribution du chômage? C'est le patronat et le gouvernement. Les salariés n'ont plus de pouvoir de décision. Supprimer des cotisations, c'est aussi ne plus permettre aux salariés de décider de ce qu'ils veulent faire de cet argent-là. Et effectivement, les gagnants économiques, on comprend bien, on voit ils veulent de l'argent, mais il ne faut pas oublier la bataille politique qui se mène derrière tout ça. Et le fait que le gouvernement s'immisce petit à petit dans la décision, c'est une très 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 mauvaise chose. Parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri de gouvernements encore pires, mais est-ce qu'on peut vraiment faire pire ? En tout cas, on peut s'y préparer. Donc il faut faire attention à tout ça. Après, vous voyez ce système-là, le système qu'on défend, qui a quand même aussi ses problèmes, est-ce que c'est un système aussi viable à long terme? Est-ce qu'on peut toujours défendre les choses qu'on va nous enlever petit à petit? On est dans un système économique mondialisé de croissance lente, on le sait. On est dans un système où les métiers sont remplacés, pas que délocalisés. C'est-à-dire la sténodactylo, elle n'est pas partie en Chine, elle a été remplacée par l'informatisation. Et du coup, elle se retrouve au chômage aujourd'hui. La voiture autonome qui va être bientôt mise en place, va faire perdre tout un tas de boulot aux gens, aux taxis, à tous ces gens-là. Donc, on est dans un système où finalement, les actifs vont être de moins en moins nombreux, effectivement. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un système qui serait différent de celui-là, de celui qu'on défend actuellement aussi? C'est-à-dire que c'est toujours bien de lutter pour garder les choses, mais il y a un moment donné, depuis 30 ans, on se prend des claques dans la gueule à chaque fois, on manifeste, mais ça passe quand même. Les manifestations, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'elles ne luttent pas pour un nouveau système. Elles ne sont jamais dans le positif. On est toujours dans la défense de quelque chose qu'on vient nous enlever. Et petit à petit, le système actuel va devenir indéfendable. On va devoir défendre un système qui n'est plus juste. Parce qu'à force de perdre, effectivement, ce système va devenir compliqué à défendre. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à d'autres modes
de fonctionnement économique, notamment au niveau des retraites. Et on n'a pas besoin d'aller chercher des choses qui n'existent pas. Il y a des choses déjà présentes dans le système qu'on pourrait utiliser comme des leviers pour développer des nouvelles façons de s'organiser entre nous. Et notamment ce dont je parle depuis le début, qui est la cotisation. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la cotisation comme un levier fabuleux pour développer quelque chose à ce sujet-là? Les cotisations, pour vous donner un exemple, dans les années 60, il a suffi d'augmenter le pourcentage de cotisation, vraiment d'un rien, pour pouvoir créer les CHU en France et la médecine de ville. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait appel aux banques pour créer ce système-là. On a juste augmenté la cotisation, la part du travail qui ne reviendra pas dans la poche. C'est pas grave, on a été les investisseurs de nos CHU, de notre santé en fait. Donc cette cotisation, elle a un pouvoir énorme. Et ça n'a pas demandé une énorme augmentation de prélèvements. Et on a créé les CHU en France. Enfin, il faut vraiment essayer de voir aussi pourquoi ils luttent contre la cotisation. Nous, il faudrait qu'on essaye de lutter pour voir son pouvoir et son pouvoir d'émancipation si on arrivait à le développer, ce système-là. Parce qu'il faut fonctionner autrement. Il faut fonctionner autrement. On peut pas... Les gens souffrent. Les gens souffrent et vont continuer à souffrir. J'ai un exemple d'une dame, justement, qui, quand j'étais en libéral à l'époque, qui était venue dans mon cabinet parce qu'elle souffrait au travail. Elle était proche de la retraite et elle était cassée de partout à cause des conditions de travail affreuses qu'elle subissait au quotidien. Elle venait me voir parce qu'elle avait des tendinites de partout et moi j'avais du mal à l'aider parce que, en plus, j'avais l'impression d'être un rouage d'un système. C'est-à-dire que la dame souffrait au travail, était en arrêt, venait chez moi, je la soigne, je la retape et elle retourne au travail pour ressouffrir. Enfin, moi, cette situation-là, j'avais du mal à la vivre et j'avais pas envie d'être que celui qui va la soigner pour la remettre dans la gueule du loup. Donc, on a beaucoup discuté avec cette dame-là et je lui disais, mais faites quelque chose, montez un dossier de maladie professionnelle, il faut que le patron il ait conscience des souffrances qu'il vous inflige au quotidien. Mettez-vous à plusieurs, essayez de... Et je la sentais résignée. C'est ce qui est le plus dur à combattre aujourd'hui, c'est la résignation. Elle était résignée, elle disait non, mais vous savez, je suis à la retraite dans 2 ans, je vais attendre, c'est pas grave. La retraite comme une libération, quoi. Une sortie de prison presque. Non, dans 2 ans, ce sera bon. Sauf que je la soignais au moment où, sous Sarkozy, on a augmenté l'âge de départ à la retraite. Elle a pris 2 ans de bagne en plus, cette dame-là. Elle était effondrée. C'était pile au moment où moi je l'avais en soins. Et ça m'a énervé. Je me suis dit, mais non, là, c'est pas possible. Vous pouvez pas rester comme ça. Et je pense que je l'ai un peu bousculé, malheureusement. Et c'était pas mon rôle. J'étais pas là pour ça. Cette dame-là, elle est partie de la séance. On avait rendez-vous quelques jours plus tard et elle est jamais revenue. Donc je sais pas ce qu'elle est devenue. Et c'est là où je me dis que non, j'étais peut-être pas dans mon rôle en tant que kiné de faire ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. C'est pour militer autrement et pour essayer de faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont possibles à faire, qu'on peut vraiment faire. Je suis dans les manifs, je suis ici et je me dis qu'on peut gagner quelque chose. Pourquoi se battre ? Parce que ça ferait quand même du bien d'infliger une défaite à ce gouvernement quand même. Au moins une, quoi. Ça ferait du bien. C'est une bataille pivot, on va dire ça comme ça, celle-ci. C'est une bataille importante. Une bataille d'équilibre, une bataille de justice sociale. Il faut infliger une défaite à ce gouvernement qui se sent ultra puissant, qui a brisé les cheminots. Et qui, si là, gagne sur la retraite, emporte le lot, effectivement. Tout se joue actuellement. Il y avait un syndicaliste cheminot, aussi je me souviens que j'avais vu à la télé, qui disait, mais mes grands-parents, ils nous ont légué la sécurité sociale. Qu'est-ce que je vais dire à mes petits-enfants ? Que j'ai laissé passer le train et
et qu'on a tout laissé tomber parce qu'on s'est pas assez battu. On dit que la sécurité sociale, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est plutôt beau comme formule. Et il faut qu'on se batte pour ce patrimoine-là qu'on nous a légué. On ne peut pas laisser filer ce patrimoine. Alors la lutte, elle est compliquée. Elle est ultra compliquée. On est à quoi ? 57 jours de grève, je crois. Enfin, c'est la lutte la plus longue de l'histoire de la Ve République. Et les Gilets jaunes, depuis 1 an et demi, effectivement. Enfin, c'est très long, c'est très long. Et c'est très dur de se battre contre eux. Eux, ils cèdent pas, ou un poil sur le fameux âge pivot, signé par Laurent Berger, de la CFDT, dont on savait complètement ce qui allait se passer. C'est des manœuvres, on les sait, on n'est pas dupes. On savait qu'ils se joueraient là-dessus. Sauf qu'il a fallu attendre une 40aine de jours de grève pour n'obtenir que ça. Le retrait provisoire d'un âge pivot transitoire. Enfin, c'est très dur. On n'a rien gagné encore par rapport à ça, effectivement. Et ça, on appelle ça c'est une stratégie de communication, c'est une stratégie cognitive, on appelle ça l'heuristique de l'effort. En fait, c'est une stratégie de négociation qui utilise un biais cognitif, un piège de la pensée, on va dire, qui fait qu'on va attacher plus d'importance à ce qu'on a eu du mal à arracher. Donc on a eu 40 jours de grève, et puis il faudrait qu'on soit content parce qu'on nous enlève provisoirement si la conférence de financement est positive, l'âge pivot, enfin, alors qu'on sait que ça va augmenter derrière, c'est ridicule. Et l'âge d'équilibre est inscrit dans la loi. Enfin, mais on n'est pas dupe de ça, j'ai l'impression. Heureusement, on n'est pas dupe de ça. Heureusement, on n'a pas succombé à Noël et aux fêtes et aux vacances, qui souvent arrêtent les mobilisations. Les Gilets jaunes sont là depuis plus d'1 an et demi. Qui pouvait penser ça ? Les gens avaient demandé à Besancenot qu'est-ce qu'on pouvait faire puisque le gouvernement avait l'air si sûr de lui. Besancenot, il disait que non, c'est une posture. C'est une posture. Il doit jouer sa carte, lui aussi. Il n'est pas sûr de lui non plus. C'est une posture. Et le moment, il est important. L'opinion qu'on pensait finalement voir décroître, elle ne décroît pas, bien au contraire. Plus de 60% des gens sont pour qu'il enlève sa réforme. Donc, toutes ces choses-là sur lesquelles il comptait, ça marche pas. Donc, c'est facile de dire il faut continuer. C'est facile de dire il faudrait que ça dure. C'est dur. Enfin, il faudrait pas que ça dure, il faut que ça pète. Parce que durer, c'est sûr qu'on a moins d'armes qu'eux. Il faut pas que ça dure, il faut que ça pète. On peut pas fonctionner comme en 95. En 95, où justement il y avait eu un succès d'un mouvement social, c'était une mobilisation par procuration. C'est-à-dire c'était les cheminots en tête et tout ça. Et derrière, la population approuvait silencieusement. Il y avait une forme de mobilisation par procuration. Ça marchera pas cette fois-ci. Ça marchera pas. Il faut emporter le truc. Et puis ça pour le coup, c'est tout à fait personnel. Mais il faut leur faire peur aussi. C'est ça qui peut aussi les faire un petit peu changer de camp. Et quelle est la seule victoire qu'on a obtenue depuis 1 an et demi ? C'est quand ils ont eu peur l'année dernière en décembre avec les Gilets jaunes. Il n'y a que eux qui ont réussi quelque chose pour le moment. Et parce qu'ils se sont désorganisés, parce qu'ils ont fait peur à ce gouvernement, qu'il y a eu des coups de fil des gens leur disant « tu lâches maintenant. Tu lâches parce qu'on a peur. » Et aujourd'hui, parce que j'assiste à des assemblées générales un peu de différentes corporations, moi j'ai envie de leur faire peur à nouveau. Et du coup j'ai envie de le réenfiler, ce gilet jaune. Parce que c'est symbolique maintenant. C'est-à-dire que s'ils avaient un regain aujourd'hui de gens en gilet jaune, les gilets jaunes qui s'essoufflent, ça fait plus d'1 an et demi qu'ils sont là. Il faut leur faire peur. Alors j'ai pas de Fenwick, mais le Fenwick leur avait fait peur, je crois, aussi. Parce que sans ça,
si on fait en sorte que la lutte dure, je pense qu'on va la perdre, effectivement. Les Gilets jaunes, comme plein de syndiqués, ne sont pas dans la rue que pour cette retraite, mais aussi pour tout le reste. Et là, les grands médias dont tu parles, mais aussi les petits, focalisent sur cette retraite. Parce que oui, c'est cette bataille, cette réforme qu'il faut gagner. Mais il y a tout le reste qu'il y avait avant et qu'il y aura après, parce que ce gouvernement-là ne va pas s'arrêter comme ça. Oui, il faut les faire trembler, mais c'est pas simplement en remettant un gilet jaune, c'est en travaillant ensemble la lutte, en travaillant ensemble. J'ai pas dit qu'il suffisait. S'il suffisait de mettre un gilet jaune pour que ça marche, ça aurait marché depuis très longtemps. Je dis juste que quand j'entends un Alain Minc qui se félicite d'avoir le retour des syndicats, parce qu'enfin on a des gens raisonnés, je suis pas sûr que les syndicats seuls ce soit la bonne solution non plus. C'est pas que comme ça que ça va marcher. Ce n'est que mon opinion. Et ce symbole-là, il est fort aujourd'hui. Je le mets comme un symbole. Je dis pas que ça va marcher. Je le mets comme un symbole de lutte. Et parce que c'est la dernière, c'est la seule petite, et encore, on peut chipoter là-dessus, effectivement, la seule petite défaite qu'ils ont eue, c'est à cause des gens qui avaient un gilet comme ça. Les remontrer qu'ils sont encore plus forts qu'avant, je pense que ça peut aussi amener quelque chose. J'ai été à une AG, et pourtant je suis pas du tout dans l'éducation nationale, j'étais dans une AG de profs. Les gens veulent le remettre, ou veulent le mettre, parce que c'était les premiers méfiants des gilets jaunes. La bourgeoisie intellectuelle qui regardait avec un œil méfiant les gilets jaunes. Aujourd'hui, ils prennent conscience que si on en mettait tous un petit peu, peut-être que ça pourrait au moins instaurer un nouvel élan. On a besoin d'un nouvel élan. Et je pense qu'on peut utiliser des choses déjà existantes. Mais ce n'est que mon opinion. Et ça viendra de la base. Et on voit qu'il y a des choses qui se passent actuellement. J'ai bientôt fini. On voit que c'est ce qui se passe maintenant. On le voit, il y a des dissidences qui commencent à se mettre en place, même dans les médias. Il y a des dissidences au niveau du MEDEF, ce que je disais. Il y a des dissidences au niveau des médias. Et j'ai beaucoup critiqué les journalistes qui servaient la soupe au gouvernement. Et je voudrais juste vous faire écouter, ça dure pas très longtemps, une journaliste de France 3 qui s'appelle Véronique Marchand, vous avez peut-être vu cette vidéo-là, et qui s'adressait à Laurent Pietraszewski, qui est le nouveau commissaire de cette réforme des retraites, et elle s'adressait à lui, c'est un petit florilège, pour voir que le vent est en train de tourner. Alors... On ne va pas tourner autour du pot, on laisse les éléments de langage de côté et on le dit clairement, le projet a pour but de faire travailler les Français plus longtemps. 61% des Français demandent à Emmanuel Macron de tenir compte de la contestation et de retirer le texte. Pourquoi le pouvoir que vous représentez ne veut-il pas entendre qu'une grande majorité des citoyens ne veut pas travailler plus longtemps? Qu'on vous comprenne bien, monsieur le ministre, qu'on vous comprenne bien, vous voulez diminuer la part du financement des retraites dans la richesse nationale. Moins d'argent pour les vieux. La question était pourquoi travailler plus longtemps? Alors nous y allons. En sachant, monsieur le ministre, que l'espérance de vie en bonne santé des Français, c'est grosso modo 63 ans. Pourquoi vouloir faire travailler les gens plus longtemps? Ça veut dire, quelque part, une forme de maltraitance institutionnelle. Vous envoyez les gens à la retraite en mauvaise santé. La provenance du déficit, c'est, en gros, un manque de recettes pour les caisses de retraite. Ça veut dire aussi que ce sont des cotisations qui ne rentrent pas assez. La piste de l'augmentation des cotisations, des salaires des femmes, une véritable égalité, elle n'est pas sur la table du gouvernement. Ouais, écoutez, c'est aller tout à fait sur la table. Vous savez que Muriel Pénicaud travaille sur ce sujet pour les réduire et demande aux entreprises... Non mais ça fait 40 ans et ça n'arrive pas. C'est un vrai faux retrait, cet âge pivot. Il pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la conférence de financement. S'il ne trouve pas de solution, il y retourne. C'est bien ça. Est-ce que l'âge pivot de 65 ans est définitif ou peut-il bouger? Il se décale, c'est dans la loi. Voilà. On verra ce que proposeront les partenaires sociaux. Donc vos simulations ne sont pas justes. Bien sûr qu'elles sont justes. Les femmes ne seront pas mieux traitées, contrairement à ce que vous laissez entendre. L'exemple, vous proposez de l'argent et non plus du temps en gain.
Jusque-là, 8 trimestres par enfant. Là, c'est du 5%. Vous avez troqué le temps contre l'argent. Et ça, les femmes n'ont plus le choix. Donc, les femmes auront désormais de l'argent, mais pas du temps pour compenser les maternités et le temps partiel. On conclut. Les ordonnances, la procédure accélérée. Le patron du PS, Olivier Faure, parle de déni de démocratie. Oui, il faut un tout petit peu, j'entends qu'il y a une posture politique. Nous aurons l'occasion de reparler d'ici l'été, date a priori de publication de la future loi sur les retraites. Merci, messieurs, pour ces échanges. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien de regarder les médias mainstream et d'entendre un petit peu ce genre de choses quand même. Et si les médias les lâchent, ça peut faire aussi beaucoup bouger les choses. Si les médias sont plus derrière eux, ça peut être, ça peut aider quand même. Tout à fait. Non, mais je veux dire, voilà, si on commence à entendre une voix dissidente, voilà. Mais même si sur certains médias mainstream, on commence à avoir des voix dissidentes, ça peut aider aussi à la mobilisation. Je vais finir là-dessus. Je vais finir sur une petite phrase, encore un élément de langage qu'on a entendu récemment et repris par nombre de ministres, députés de La République En Marche au sujet des grèves. Et il disait tout ce bout de phrase, il disait oh, vous avez toujours entendu parler de « il faut savoir terminer une grève ». Tout le monde l'a répété, il faut savoir terminer une grève. Même le Premier ministre l'a dit, il dit « il faut savoir terminer une grève ». Et c'est très drôle de dire ça. Parce que, est-ce qu'ils savent de qui vient cette phrase déjà ? Alors peut-être qu'avec un cynisme ils le savent, mais avec leur cynisme ils le savent. Mais c'est une phrase de Maurice Thorez, qui était le secrétaire général du Parti communiste français et qui a mis en place notamment le statut de la fonction publique. Donc c'est la phrase d'un communiste qu'il cite depuis un certain moment. Mais surtout ils vont pas jusqu'au bout de la phrase. Et ça c'est bien dommage. Et la phrase, en fait, elle dit ça. Il faut savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées, mais que l'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles revendications. Et à cette époque, c'était en 1936, et ils avaient obtenu la semaine de 40 heures, les congés payés et l'augmentation des salaires par la mobilisation. Donc, écoutons effectivement le gouvernement, écoutons Maurice Thorez, et jusqu'à satisfaction, continuons la lutte. Et après, on arrêtera la grève. Merci.